Aujourd'hui, à notre agenda, on va faire une brève introduction. Ensuite, on va parler du cash flow, qui est un peu le nerf de la guerre selon un point de vue financier ou comptable pour ce qui est de l'approche Lean, principalement au niveau des niveaux d'inventaire et du temps de cycle. Ensuite, on va s'attarder au changement de paradigme sur qu'est-ce qu'est le contrôle. Pour des contrôleurs, ça peut sembler simple, mais c'est de ça qu'on va parler. Et finalement, on va voir comment un département comptable ou financier peut s'approprier certains aspects de l'approche Lean. Et puis on va terminer avec conclusions et questions s'il y en a. Donc pour l'introduction, je vais vous parler un peu de qui est Gestisoft, de qui moi je suis et qu'est-ce qu'un ERP, les grandes lignes, et qu'est-ce que l'approche Lean pour ceux qui ne sont pas trop au fait de cette approche. Donc Gestisoft, c'est une organisation privée fondée en 1997. On est situé dans la Cité du Multimédia dans le Vieux-Montréal. On est une équipe de plus de 65 professionnels avec au-dessus de 300 clients actifs. On est un partenaire Microsoft Gold et puis on offre plusieurs solutions d'affaires, notamment pour ce qui est de la suite Microsoft Dynamics. On offre le module du CRM et les systèmes ERP GP et NAV. On offre aussi le CRM Pivotal, le APT1, et la suite Sage ERP qui est souvent utilisée comme module comptable. Notre spécialité se trouve dans les secteurs de l'analyse, la configuration, personnalisation, intégration, développement et ainsi de suite. On a au-dessus de 300 clients actifs qui se trouvent dans le secteur privé, dans le secteur public aussi, et puis dans les associations professionnelles et finances. Donc, qui je suis, moi, votre présentateur aujourd'hui, Philippe-André Piette. D'un point de vue académique, j'ai un baccalauréat en gestion d'entreprise et en sciences politiques de l'Université de Montréal et des HEC. J'ai aussi un diplôme de deuxième cycle en gestion des opérations et de la chaîne d'approvisionnement à l'Université McGill. Et je détiens également une certification de Project Management Professional, le PMP, du Project Management Institute. Mon expérience professionnelle en réingénierie des processus s'est déroulée principalement dans le secteur manufacturier, aussi de la distribution et des services. Et présentement, je suis consultant en intégration ERP chez Gestisoft. Donc, qu'est-ce qu'un système ERP? ERP, c'est pour Enterprise Resource Planning. Tout ça a commencé dans l'industrie de l'automobile au milieu du siècle dernier. On a développé ce qu'on appelait les systèmes MRP pour Material Requirement Planning, donc la planification des besoins matières. Et puis ça, c'était pour gérer tous les besoins en composantes de l'industrie, donc les pièces et sous-pièces, combien en avoir, quelle quantité à temps. Et puis ça a évolué vers le MRP2, qui est devenu le Manufacturing Resource Planning. Donc, dans Resource, on entend aussi les employés, les machines, les centres de production. Donc, c'était plus juste de gérer la matière, mais c'était de gérer toutes les ressources en lien avec le monde manufacturier. Et puis, c'est devenu plus tard, ça a évolué pour devenir le Enterprise Resource Planning, donc pas juste le manufacturing, mais la planification des ressources de toute l'entreprise. Et puis, l'idée principale d'un système ERP, c'est que l'entreprise partage une seule base de données. Donc, tous les départements, plutôt que de chacun avoir leur propre logiciel, leur propre système, leur propre base de données, tout ça est intégré et tous les départements ont accès en temps réel aux mêmes données. Et bien, selon des sécurités, bien entendu, ça ne veut pas dire que tout le monde a accès à toutes les données, mais l'idée étant que tout ça est partagé. Donc, que ce soit la production, les ventes, les achats, les finances, c'est vraiment l'idée centrale. Après ça, ça s'implante de plusieurs façons.
Et puis voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par l'approche Lean? Donc, c'est une méthode de production développée par Toyota au milieu du 20e siècle. On l'appelle souvent la méthode Toyota. Donc, en quelques mots, c'est une méthode qui s'oppose aux tenants de la production de masse qui était généralement acceptée jusque-là, où est-ce qu'on produit en grosse quantité, en gros lot. L'idée de la production de masse, bien sûr, c'est de réduire autant que possible le coût unitaire de production. Donc, des gros investissements de machinerie, des gros lots de production, une grosse cadence. Et l'idée est vraiment le coût unitaire. L'approche Lean s'oppose à ça et insiste plutôt sur la flexibilité, sur de petits lots, voire même des lots de une pièce, et sur la rapidité d'exécution. Ce qu'on voit ici à droite, c'est ce qu'on appelle une cellule de travail, qui est un peu disons, la configuration type d'un environnement de production Lean, où la matière progresse de station en station sans qu'il y ait des gros amoncellements d'inventaire entre chaque opération. Donc, l'idée, c'est que ça soit aussi fluide que possible. L'approche Lean utilise plusieurs outils. Ce qu'on voit ici, l'idée, c'est pas de comprendre tout ce qui se passe, mais c'est un outil qui est au centre de l'approche Lean. C'est ce qu'on appelle le Value Stream Mapping en anglais, que j'ai traduit par la cartographie de la chaîne de valeur. Donc, l'exercice consiste à regarder du point de vue de l'item qui est créé ou le service qui est rendu, qu'est-ce qui lui ajoute de la valeur du point de vue du client. Et puis, on regarde chaque opération et on essaie de voir, donc ce qu'on voit ici, par exemple, chaque boîte en bas consiste en une opération, puis chaque triangle devant consiste à un amoncellement d'inventaire de produits finis. Donc, l'idée de la cartographie, le but de ça, c'est d'arriver à une situation où chaque étape de production prend à peu près le même temps et aussi d'essayer de réduire ce temps-là autant que possible et de réduire ou même d'éliminer les niveaux d'inventaire de produits finis entre chaque étape. Donc, l'idée ultime, c'est qu'il y a un item qui passe d'étape en étape, toujours au même rythme, toujours à la même vitesse, et puis que ça corresponde essentiellement au rythme de la demande. Ce qui est aussi central de l'approche Lean, c'est ce qu'on appelle le pull strategy en anglais, donc la méthode de tirage, si on veut. Donc, plutôt qu'une situation où si on part du fabricant de matières premières, c'est le fabricant qui planifie ses horizons, qui pousse la matière première vers le distributeur, et bien en fait vers le producteur qui lui fait sa production, qui la pousse vers le distributeur. L'idée est vraiment de faire en sorte que le signal vienne du client. Donc, quand le client vient chercher un item chez son distributeur, ceci envoie un signal tout au long de la chaîne d'approvisionnement afin de remplacer cet item-là. Donc, l'idée, c'est que c'est comme si on a un pipeline ou un gros pipeline qui est rempli, et puis dès qu'on enlève un item, ça déboule vers l'avant. Et puis, l'outil principal pour ça, c'est ce qu'on appelle des Kanban. Donc, Kanban, ça peut se concrétiser de plusieurs façons. Mais généralement, ça va être de façon aussi simple que possible. Ça peut être des petites cartes, ça peut être des lignes sur le mur si on descend en bas de tel niveau d'inventaire. Voilà ce qu'on envoie. On envoie une requête en réapprovisionnement. Donc ça, c'est vraiment au centre de l'approche Lean, travailler en méthode de pull. D'autres outils aussi dont on entend souvent parler, il y a notamment les 5 S, qui sont 5 mots en japonais que je ne pourrais pas prononcer, mais qui ont été traduits en anglais en gardant le fait qu'ils commencent tous par la lettre S, donc Sort, Set in Order, Shine, Standardize and Sustain. L'idée est d'épurer l'environnement de travail autant que possible
afin de tout garder en place, que chaque chose ait une place, qu'on ne perde pas de temps à chercher nos outils ou à se promener, que vraiment donc, nettoyer, mettre en place, organiser. C'est aussi un aspect très important de l'approche Lean. Et puis, finalement, je mets ici le petit diagramme de la maison de la qualité, le House of Quality. On peut voir qu'au centre de l'approche Lean, il y a les deux piliers, le just-in-time, dont on va parler un peu plus tard, et la qualité. Mais ce qui est vraiment important de ce diagramme-là, c'est au centre de tout ça, il y a le respect des gens. Donc, c'est possible de regarder les outils de l'approche Lean puis de vouloir les implanter, mais il y a un risque si on ne garde pas en tête l'importance du respect des gens de notre équipe. C'est aussi très, très central à l'approche Lean. Ça fait la clé du succès. Donc, ça, c'était pour notre petite introduction. Maintenant, en quoi l'approche Lean peut être d'intérêt pour des gens qui sont en finance ou en comptabilité? Bien, certainement, c'est pas moi qui vais vous expliquer l'importance des flux de trésorerie pour un contrôleur, que la quantité d'argent qui rentre versus la quantité d'argent qui sort soit maintenue à un niveau qui nous permette de poursuivre nos opérations. C'est généralement un souci de premier ordre. C'est aussi quelque chose qui est tout le temps gardé en tête quand on veut croître une entreprise, de toujours maintenir un niveau de cash flow qui nous permet de poursuivre nos opérations. L'approche Lean permet d'avoir une influence sur le cash flow, ou des flux de trésorerie en premier plan pour ce qui est des niveaux d'inventaire et aussi pour ce qui est du temps de cycle. Donc, si on commence par ce qui est de l'inventaire, une question qui est à se poser quand on pense à l'approche Lean, c'est est-ce que l'inventaire constitue réellement un actif? Je sais que tous les comptables vont me dire certainement, ça se situe dans la première portion d'un bilan, mais c'est un actif qui vient avec son lot de risques, notamment des coûts d'entreposage, le bris et le vol, la désuétude. Ce sont des choses qui peuvent mener à la liquidation ou même au write-off si on accumule de l'inventaire et puis que finalement, avant qu'on ait eu la chance de l'écouler, cet inventaire-là ne correspond plus aux besoins du client. On peut être obligé d'en faire une vente de feu ou on peut même être obligé de complètement l'enlever des livres et le transformer en pure perte. Et puis même si ce n'est pas le cas, même si notre inventaire demeure toujours aussi utile, il n'en demeure pas moins que ça reste de l'argent qui dort sur le plancher, sur les étagères, dans un entrepôt. On paye pour entreposer de l'argent. Et puis, cet argent-là pourrait certainement être utilisé à des fins plus utiles. Ou enfin, c'est ce que préconise l'approche Lean. Et en quoi, justement, l'approche Lean peut avoir cet effet-là? Ben, c'est comme on l'a vu plus tard, le juste à temps ou le just in time, c'est un des piliers de l'approche Lean. Et puis, l'approche Lean, ça consiste d'avoir la bonne chose au bon moment, et ça, autant au niveau des intrants que des extrants. Donc, de recevoir les services ou le matériel de notre fournisseur au moment où on en a besoin, et puis de fournir nos articles ou nos services à nos clients au moment qu'ils en ont besoin. Et c'est bien beau tout ça, mais en quoi un système ERP peut nous aider avec ça? Eh bien, je dirais que c'est même pas qu'il peut nous aider. Un système ERP est pratiquement essentiel pour parvenir à appliquer le juste à temps de façon efficace, surtout si on a une gamme de produits ou de services qui se détaillent. Donc, allons voir concrètement dans une application, dans un système ERP, comment ça peut se présenter. Donc, ici, j'ai ouvert le système Microsoft Dynamics Nav, la version la plus récente, qui est un des systèmes offerts par Microsoft. Et puis, je veux vous montrer vite
comment un système peut aider à planifier la méthode juste à temps. On va se concentrer sur un seul item pour être capable de voir disons, comment ça se concrétise, parce que s'il fallait que je planifie l'ensemble d'une compagnie, on se perdrait rapidement. Mais donc, en ce moment, je suis dans une compagnie test, les compagnies fictives qui sont fournies avec le logiciel pour l'explorer. Et puis, en ce moment, je regarde l'item 1928-W, qui est un petit meuble, un genre de petit classeur ou un petit meuble à filière, là. Et puis, cet item-là, c'est dans la compagnie dans la compagnie dans laquelle on regarde, est un item qui est assemblé par la compagnie. Donc, il y a un assembly BOM, donc un BOM c'est pour Bill of Material, une nomenclature de fabrication d'assemblage. Donc, c'est pas de la grosse manufacture, mais si je vais voir en quoi ça consiste, ben, je vois que cet item-là est construit avec deux panneaux de côté, une base, un panneau de dessus, un panneau arrière et puis deux tiroirs. Et puis ça, ce sont des items qui eux-mêmes n'ont pas leur propre bill de matériel d'assemblage, donc ce sont des items qui seraient achetés. Et puis, donc je peux aller voir pour cet item-là, sa disponibilité selon une ligne de temps. Et puis, ce que j'observe, c'est qu'en ce moment, en fait, le système commence à la première chose où il se passe quelque chose. Donc, en ce moment, j'en ai un peu moins que 70. Et puis, ce que j'observe, c'est qu'autour du 30 octobre, j'ai une commande de vente pour un client qui m'en requiert 39 morceaux. Pour le reste, j'en ai pas besoin. Et puis, je peux voir plus tard que j'ai une autre commande de vente qui m'en requiert 22 morceaux. Et puis, il m'en reste après ça. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment besoin de quoi que ce soit. Je suis correct pour ce qui est de cet item-là. Si je vais faire une planification de cet item-là automatisé par mon système, je vais voir que je vais rentrer cet item-là spécifiquement. Généralement, on planifierait l'ensemble des besoins de la compagnie d'un coup, mais là, on se perdrait dans toutes les données. Donc, je vais planifier seulement pour cet item-là en date d'aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Et puis, je vois que le système ne me recommande rien. En effet, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. J'ai tout ce qu'il me faut pour cet item-là. Ceci dit, si j'ai une commande de vente qui rentre, donc on va créer une nouvelle commande de vente très rapidement. On va la créer pour le client 1000, tiens, par exemple, ou 10 000. Et puis, on va la mettre en date du 29 septembre. Et puis nous, on lui a promis, en fait, il nous a demandé de rencontrer cette date-là autant que possible. Donc, je vais aller mettre un item, le 1928-W, et puis on va aller en commander une quarantaine. Le système m'avertit qu'il va m'en manquer, mais c'est un peu ça de toute façon qu'on veut regarder. Et puis, je vois ici que ça prend 2 jours, 2 days pour me rendre chez mon client. Donc, mon système me dit d'avance ici que sa date de livraison planifiée pour l'item, c'est le 27 si je veux que ça soit chez mon client pour le 29. Donc, je libère cette commande-là. Je dis, OK, elle est prête à être traitée. Donc, je fais OK. Donc là, on peut voir que je fais le travail de plusieurs départements. En premier lieu, je faisais le travail d'un département de planification. Là, je fais le travail d'un département de traitement des commandes. Donc, maintenant, si je retourne voir dans mon item sa disponibilité, je peux voir que là, ma première commande qui était déjà prévue
en fait, ça, c'est la commande que je viens de rentrer pour le 29 septembre. On voit qu'elle est requise pour le 27 en raison des délais. Donc, tout ça est traité de façon automatique. Pour celle-là, j'avais déjà du stock, de l'inventaire disponible. Mais pour la deuxième qui était déjà prévue, là, je tombe sous les besoins, je tombe sous le niveau minimum. En fait, je tombe en négatif. Il va m'en manquer. Et puis donc, des systèmes permettent des représentations graphiques comme ça assez évidentes. Je pourrais double-cliquer sur celle-là pour aller voir, pour aller ouvrir la commande de vente puis voir qu'est-ce qu'il y en est. Et puis je vois ici en effet que, bon, par exemple, celle-là elle prend 3 jours. Le client la veut pour le 3, donc on nous dit qu'il faudrait que ça parte le 30. Donc le système prend tout ça en charge. Donc maintenant, si le planificateur exécute son plan des besoins matières, on va voir que le système nous recommande de faire du réapprovisionnement, ou en ce cas-ci, c'est pas du réapprovisionnement, c'est de l'assemblage, parce que c'est nous qui assemblons dans notre compagnie cet article-là. Donc, il me dit que je vais en avoir besoin de 11 pour le 30 septembre, et puis de 22 pour le 29 octobre. Et donc, si je retourne voir ma disponibilité, bon, ça n'a pas changé, mais je peux inclure les suggestions de planification qui n'ont pas encore été portées disons, en besoin. Et puis là, on voit ici que le système me recommande d'en recréer pour le moment exact où je vais en avoir besoin, et aussi une autre fois pour le moment exact où je vais en avoir besoin. Pour les besoins de la démonstration, je n'ai pas mis de niveau d'inventaire minimum qu'on appellerait un inventaire de sécurité, juste pour qu'on voit clairement là, c'est quand que les planifications sont déclenchées. Donc, si je retourne à ma feuille de planification et que je dis oui, bon, ben j'accepte les recommandations que tu me fais. Pour ce qui est des ordres, des bons d'assemblage, crée-le. Donc, le système va créer les bons d'assemblage. Et puis maintenant, si je retourne encore une fois voir la disponibilité de mon item, mais là, on voit que les recommandations qui étaient planifiées sont maintenant prévues. Et puis, ça a créé des ordres d'assemblage, donc des bons d'assemblage qui indiquent quelle quantité je vais avoir besoin pour chacun de mes sous-matières, et puis qui tient en compte le temps de production que je vais en avoir besoin. Donc, ça prend une journée à créer, puis il se laisse une journée de libre parce que j'en ai besoin le 30 septembre pour une commande qui doit être chez le client le 3 octobre. Donc, un système comme ça, bien configuré, permet vraiment d'arriver avec le just-in-time. Et puis, si je vais voir, par exemple, un des sous-items, un des sous-composants, il y a juste une petite histoire, je vais filtrer sur ma localisation. Les sous-composantes de l'item en question, on voit aussi, par exemple, que j'en ai quelques-unes, et puis là, il va m'en manquer. Donc, si je retourne dans ma planification, et puis que je planifie pour l'item 70 001, la base en question, il va me montrer que j'en ai besoin de, bon, ça c'est pour une autre localisation où est-ce qu'il y a un besoin de 1, mais il va me dire que ça m'en prend 22 spécifiquement pour ce qui me manque. Donc, le système ne considère pas seulement l'item de premier niveau, mais il considère les sous-composantes. Donc là, on a regardé un seul item et puis on a fait le pas à pas du suivi, mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que chaque département fait ses propres opérations, les ventes traitent les ventes, et puis la planification traite sa planification, et puis il suffit de replanifier une fois ou 2-3 fois par jour, et puis le système va tout de suite indiquer
où sont les besoins matières. Là, comme je dis, je me suis juste concentré sur un item d'assemblage, mais ça fonctionne également pour la manufacture plus complète et puis pour la distribution aussi. Pour ce qui est des achats, par exemple, quand on regardait la sous-composante, c'est un item acheté. Donc, ça permet de mettre en place, si on veut, l'aspect just-in-time. Faire ça sans un système ERP de nos jours, bonne chance. Surtout quand on a de la production à plusieurs niveaux. C'est de la production à un seul niveau, un item de tête qui a 5 sous-composantes, mais souvent, par exemple, les sous-composantes, ce sont des tiroirs. Le tiroir, lui, peut avoir ses propres sous-composantes, et puis les sous-composantes du tiroir peuvent avoir leurs propres sous-composantes. Donc, d'arriver sans système ERP à tout planifier ça à temps pour qu'on ait juste attendre nos bons items, c'est pratiquement impossible. L'autre aspect sur lequel les systèmes ERP peuvent nous donner de l'aide, c'est le temps de cycle. Donc, le temps de cycle, c'est le temps d'opération soit total pour une production ou une offre de service, ou le temps vraiment de chacune des opérations. C'est ce qu'on appelle le temps de cycle. Donc, s'il faut que ça passe à travers une étape de machinage ou de nettoyage, le temps standard que prend cette étape-là, c'est ce qu'on appelle le temps de cycle. Et puis, voilà, c'est ce qu'on essaie de réduire dans une approche lean ou enfin surtout d'uniformiser. Puis un autre concept important de l'approche lean, c'est le takt time, qui est un mot allemand qui indique que le beat ou le coup de tambour, si on veut, le takt time, ça représente le tambour de la demande. Donc, si on prend la demande totale, disons sur une journée, et puis qu'on la divise selon notre temps de production, notre temps où on est ouvert, ça veut dire qu'à tous les X secondes ou X minutes, on doit produire, terminer un item, un article pour répondre à cette demande-là. Donc, si je prends un exemple facile, donc on a une demande de 3600 unités par jour et qu'on est ouvert 10 heures par jour, ça veut dire qu'on doit produire 360 unités par heure. Donc, si on fait un calcul simple, on doit sortir une unité à toutes les 10 secondes. Donc, c'est comme si on avait un coup de tambour, un tambour qui battait un rythme et à tous les 10 secondes, il y a un item qui doit sortir. Donc, le but quand on regardait la cartographie de la chaîne de valeur plus tôt, le but, c'est de s'assurer que chacune de nos opérations se situe en dessous de ce takt time-là. Donc, si notre takt time est à 10 secondes, on doit s'assurer que chacune de nos opérations se situe en dessous de 10 secondes. Sinon, on n'y arrivera pas. Et puis, donc, comme je disais, le but, c'est donc de réduire le temps de cycle autant que possible, de le rétrécir pour arriver sous ce temps de cycle-là. Et bon, en quoi les systèmes ERP aident avec ça? En premier lieu, il y a ce qui est question du traitement de la demande. Quand on reçoit une commande d'un client, on commence déjà à... Si on regarde le temps de cycle, là, je parle du temps de cycle au complet. Quand on reçoit la commande d'un client, on commence déjà à dépenser de l'argent pour cette commande-là. Donc, on paye des employés pour traiter la commande. Ensuite, on fait des demandes d'approvisionnement auprès de nos fournisseurs pour répondre à cette demande-là. On continue de dépenser de l'argent. Ensuite, on paye nos employés pour travailler sur cette commande-là, peu importe le domaine d'affaires dans lequel on se trouve, on continue de dépenser de l'argent. Finalement, on peut expédier à notre client. Ça peut nous coûter ou pas, dépendamment des termes de livraison, des ententes de livraison qu'on a avec nos clients. Et puis finalement, seulement à ce moment-là, on peut envoyer la facture au client. Et puis là, on doit attendre que notre délai de crédit soit rencontré, des fois même dépassé. Et puis finalement, on reçoit l'argent. Donc, en comprimant le temps de cycle total, on arrive à avoir un gros effet sur le cash flow. L'argent rentre plus vite. On est en mesure de recommencer à en dépenser plus rapidement et puis même qu'on peut en garder plus dans le compte en banque. Et puis les systèmes ERP dans tout ça. Donc, avant même de tomber en production, il peut s'être écoulé des délais considérables.
Donc, non seulement ça déplaît au client, mais en plus, ça étire davantage le temps entre les frais encourus et le paiement reçu. Et puis, les systèmes ERP, en partageant une seule base de données, permettent d'éviter ce que j'appelle le phénomène de la pile de papier ou du dossier itinérant. Ça, c'est le fait que les ventes reçoivent une commande, la traitent, mettent ça dans un dossier, envoient ça sur le bureau de la production pour s'assurer qu'on est en mesure de rencontrer les délais. Production, oh, il y a quelque chose à propos des termes de paiement, j'envoie ça à la comptabilité. Ça reste une journée sur le bureau avant que la comptabilité puisse le traiter. Finalement, c'est bon, il faut retourner ça aux ventes, il faut régler quelque chose avec le client pour ce qui est des termes de paiement. Donc, il y a encore des délais qui s'écoulent. Ça s'en va sur un bureau, ça prend une journée avant d'être traité. Et puis, finalement, ça retourne à la comptabilité. Donc, tout ça, le fait qu'on partage une seule base de données, qu'on puisse tous travailler en même temps dans les mêmes dossiers, ça permet d'éviter ces délais administratifs qui n'ont même pas rapport avec les délais de production eux-mêmes. Ça, c'est juste avant même que disons, la commande tombe en production. Parce que souvent, quand on pense à l'approche Lean, on pense juste au plancher de production ou à l'environnement où les services sont rendus, et puis on oublie tout ce qui vient avant. Parce que, comme je disais, pour le client, les délais, ils ne commencent pas quand on commence à produire. Les délais, ils commencent quand il passe la commande. Et puis un autre aspect des systèmes ERP, c'est comme lorsque je parlais tout à l'heure de réduire les temps de cycle, mais les systèmes ERP intègrent souvent un système de collecte de temps assez sophistiqué. Donc, c'est pas juste de clock in le matin et clock out le soir. C'est vraiment l'opérateur est en mesure de rentrer son temps pour l'opération, de dire, bon, mais de telle heure à telle heure, j'ai travaillé sur cette commande-là et j'en ai produit de temps. Et puis ça permet d'identifier les goulots d'étranglement qui sont parfois invisibles. Dans un cas où on travaille dans la manufacture, puis on peut voir une pile d'items s'amasser devant ce qui serait notre goulot. Hein. On n'oublie pas, on veut que les matières coulent le plus uniformément possible. On veut que chaque opération prenne le même temps pour qu'il y ait un flux constant. Mais il y a des situations où ça peut être un peu moins évident. Il n'y a pas nécessairement une pile qui s'accumule devant l'opérateur, mais c'est là que chaque item prend le plus de temps à passer. Et puis, en ayant une collecte de temps qui est, disons, plus précise, on va être en mesure d'identifier des goulots d'étranglement afin d'y apporter des changements, que ce soit ça peut être une question d'ajouter un opérateur, si c'est faisable. Des fois, c'est pas toujours faisable. C'est pas parce qu'on est deux qu'on peut produire plus vite. Des fois, ça peut être donc de doubler la station de travail. Ça peut être d'avoir un opérateur de l'étape B qui vient aider l'opérateur de l'étape C. Mais l'idée, c'est qu'on est en mesure d'observer le temps de cycle de chaque opération. Ceci étant dit, il faut quand même faire attention au piège de la sur-mesure. Et on va en parler un peu plus loin dans la section qu'est-ce qu'est le contrôle. Et puis, les autres façons dont les systèmes ERP permettent, disons, d'aider à diminuer le temps de cycle global, c'est que ce sont souvent des plateformes qui permettent de lancer des projets d'automatisation. Donc, comme les données se trouvent dans des bases de données, que ça se trouve dans un monde de programmation, ça permet d'automatiser des processus. Donc, si on a des processus qui sont répétitifs, si on fait de l'entrée de données manuelle, d'avoir un système ERP, ça va souvent nous permettre de greffer des modules d'automatisation autour de ça. Donc, on sauve beaucoup de temps d'entrée de données
on sauve, on évite de faire des erreurs, parce que l'autre chose, c'est que l'entrée manuelle, ça amène des erreurs. Donc, j'ai déjà vu des compagnies où la même information était rentrée 3 fois au cours du cycle de production de la feuille d'un département à la feuille de l'autre département. Et en implantant un système ERP, on était capable d'entrer les données une seule fois et elles suivaient à travers le système d'un département à l'autre. Maintenant, on va parler du changement de paradigme. Qu'est-ce que le contrôle? Et puis ça a tendance à souvent faire sourciller pour le moins les contrôleurs. Parce qu'on a souvent une approche très top-down du contrôle. Donc, les décideurs décident et vérifient et les employés doivent être contrôlés, doivent être surveillés. Et puis, on aime bien, on va avoir tendance à revérifier le travail qui est fait, à prendre des mesures, à sortir des chiffres et des KPI, des Key Performance Index. Donc, ça peut être très tentant de gérer à l'aide d'outils comme ça. Mais selon l'approche Lean, le contrôle, c'est de la perte, ce qu'on appelle les waste. Il y a 8 sources de perte, notamment les temps d'attente, les déplacements, les erreurs, mais le contrôle, c'en est une. Ce que prône l'approche Lean, c'est de bâtir la qualité à même le processus, plutôt que de contrôler pour la qualité. En plus, ça a l'avantage de faire en sorte que les employés se sentent valorisés au lieu de surveillés. Il y a un coût au contrôle qui, des fois, on n'oublie pas, mais moi, dans une autre vie, je gérais un restaurant et puis chaque semaine, je faisais l'inventaire des bouteilles d'alcool. Donc, je les pesais une par une pour m'assurer que ce qui se trouvait dans notre inventaire concordait avec ce qui avait été vendu et que il n'y avait pas eu de perte ou même de vol. Et puis pour nous, ça, c'était une façon très importante de gérer. Enfin, on faisait un contrôle de qualité à la fin. Mais rapidement, on s'est rendu compte que cette journée-là où on payait un employé à faire l'inventaire, ça nous coûtait beaucoup plus cher à chaque semaine que le réel risque de perte dû aux erreurs ou à la mauvaise qualité. Donc, on a viré les choses à l'envers pour intégrer le contrôle à même le processus. Puis ça se trouvait de simplement, dans ce cas-ci, avoir un employé de gestion sur le plancher au moment névralgique. Mais ce qu'on se rendait compte, c'est même si on perdait ne serait-ce qu'une bouteille par semaine, ce qui est énorme, même ça, dans le pire des cas, ça coûterait quand même beaucoup moins cher que de payer quelqu'un 8 heures dans la journée à rentrer tout l'inventaire. Bon, de l'inventaire, il faut en faire de façon périodique là, pour remettre les pendules à l'heure, mais dans un point de vue de contrôle comme ça, c'était vraiment de la pure perte, même si nous, on avait l'impression qu'on faisait de la bonne gestion. Donc, c'est là qu'on a souvent ce qu'on appelle le principe de Pareto, donc le Pareto Principle, qui dit que 80% de la valeur se trouve dans 20% des articles. Ça s'applique à plein de choses. On va aussi souvent dire que 80% de notre chiffre d'affaires est dû à 20% de nos clients. C'est un rule of thumb, là, une règle du gros bon sens, mais donc des fois, ça ne veut pas dire qu'il faut abolir toute méthode de contrôle puis dire bon ben volez-nous ou faites pas attention, produisez de la mauvaise qualité, de toute façon ça coûte trop cher de contrôler, mais ça peut être simplement de se recentrer sur ce qui a le besoin d'être contrôlé. Si 20% de notre inventaire qui compte pour 80% de sa valeur, ben c'est peut-être ce 20%-là qu'on devrait contrôler. Mais, quoi qu'il en soit, l'idée de bâtir le contrôle à même le processus, qu'il soit administratif ou de production, c'est vraiment l'idée de l'assurance qualité. Souvent, on va entendre les termes contrôle de qualité et assurance qualité, quality control, quality assurance, et ils peuvent être souvent utilisés de façon presque interchangeable, mais c'est vraiment deux approches complètement opposées. Le contrôle de la qualité, c'est une fois que l'opération s'est exercée, on vérifie, on contrôle pour la qualité, alors que l'assurance qualité, c'est vraiment de s'assurer que notre processus mène à la qualité. Et puis ça,
Il y a plusieurs outils pour ça. Un des outils qui est très utilisé dans l'approche Lean, c'est le Poka-yoke, qui est un terme japonais qui veut dire essentiellement error proofing ou rendre l'erreur impossible. Donc, là, je donne un petit exemple qui est visuel, qui peut sembler un peu simplet, mais ici, par exemple, si on a une perceuse qui doit percer un trou à une certaine profondeur, ben, si on n'a pas de poke-yoke comme ça, on perce le trou et après ça, on mesure, on s'assure qu'on a obtenu la bonne qualité, la bonne profondeur. Mais ça, c'est de la perte, ce contrôle-là, sans parler des risques d'erreur et de la perte de produit si on manque notre coût. On peut donc mettre un guide sur notre perceuse qui fait en sorte qu'il s'arrête automatiquement à la bonne profondeur, ou si c'est plutôt un range, on peut mettre dans ce cas-ci, on voit sur le petit dessin des limit switch, donc des avertisseurs, où est-ce que si on descend en bas ou en haut si on se déplace en bas ou en haut d'un certain intervalle, ben on va avoir un avertissement. D'autres exemples, comme par exemple, si on doit connecter des fils et puis qu'il faut faire très attention à savoir lequel est le bon, ben des fois ça peut être aussi simple que mettre des codes de couleur. Donc là, ça peut sembler un peu simplet comme approche, mais ça s'applique vraiment à tous les milieux. Il faut tout le temps être dans une approche de se remettre en question dans nos processus sur comment on fonctionne pour éviter les chances de l'erreur. Le pire ennemi de l'approche Lean, c'est la phrase « Pourquoi on fait ça comme ça? Ben parce qu'on l'a toujours fait comme ça. » Et puis, ça, c'est vraiment risqué de cette approche d'un point de vue Lean. Finalement, pour ce qui est de comment l'approche Lean peut s'appliquer à un département comptable, mais quand on pense Lean, on pense tout le temps à un plancher de production. Comme si on a un exemple c'est une image que j'ai trouvée, je ne sais pas qu'est-ce que cette entreprise-là fabrique, mais visiblement, ils ont bien intégré de nombreux aspects de l'approche Lean. On peut voir, notamment au point de vue des 5S, c'est franchement réussi, c'est épuré, c'est propre. Il doit avoir très peu de déplacements inutiles. Mais l'approche Lean s'applique tout aussi bien au département comptable. Quand on parle de l'approche de l'outil des 5S, ben, si on n'a pas cherché ces outils, c'est comme ne pas chercher ses papiers. On va avoir cette tendance-là d'aller gérer le plancher de production ou le milieu de prestation des services au quart de tour. On va faire des gros projets de 5S dans l'usine ou dans l'atelier pour s'assurer que tout soit parfait. Mais après ça, dans les bureaux, on laisse les gens travailler un peu à leur façon. Il y en a qui sont plus ordonnés, il y en a qui sont un peu moins ordonnés. Il y en a qui utilisent beaucoup le papier, il y en a qui utilisent plus des outils comme Excel. Et puis, on laisse souvent ça aller comme si c'était une question de préférence personnelle et que tout se valait. Mais il y a un réel temps perdu à chercher ses papiers, à travailler dans un environnement désordonné. Le principe des 5S s'applique tout autant dans un contexte administratif. Parce que comme on le disait, pour le client, le délai, il commence dès que la prise de commande elle est prise, pas lorsque la production débute. Donc, l'importance du délai administratif avant, pendant et après, c'est capital. J'ai déjà vu lors d'implantation de systèmes ERP dans des compagnies des situations où il s'écoulait généralement de 2 à 3 semaines entre le moment où une commande était reçue et le moment où elle était mise en production. Parce qu'il devait y avoir de l'entrée de données qui se faisait, c'était dans un monde architectural, donc il y avait beaucoup de mesures, beaucoup de revérifications. On rentrait les données dans un premier système pour s'assurer que le prix était bon. On faisait des dessins avec ça, donc on rentrait ça dans un deuxième système. Ensuite, ça tombait sur le directeur sur le bureau du directeur de la production qui lui devait, de temps en temps, quand il trouvait le temps, planifier ces commandes-là sur sa cédule de production. Puis après ça tombait sur le bureau du commis administratif qui, lui, devait passer à travers tous les papiers, puis à la main, compter chaque item qu'il devait acheter, rédiger ses bons de commande à la main, revérifier, recompter. Et puis,
ça prenait donc généralement de 2 à 3 semaines pour mettre une commande en branle. Et puis ça, c'était vu comme un mal nécessaire, comme étant tout à fait normal. Mais d'avoir implanté un système ERP et puis d'avoir greffé des modules d'automatisation autour, ça a permis de faire tomber ce délai-là en 2 heures. Parce que l'information, elle était déjà rentrée une première fois, il n'y avait aucune raison de la sortir sur un papier, puis de la re-rentrer dans un autre système. Donc, le système il y avait le système pour calculer le prix, après ça, il y avait le système pour calculer les besoins de matière, donc comment l'item allait être créé, chaque morceau, la longueur, la quantité. Et puis après ça, il fallait rentrer ça dans des feuilles Excel pour faire des bons de commande. Donc, d'avoir implanté ces modules de production-là, l'information, dès la première étape, quand il était question de faire la soumission, bien, cette information-là était gardée dans le même système et puis à ça, on venait juste raffiner les détails dont on avait besoin. Et puis franchement, d'avoir diminué ce délai-là, ça a eu un effet fulgurant. J'ai déjà parlé à un autre client avec lequel on faisait une analyse sur disons, sur ses besoins d'affaires. Et puis quand on parlait de comment il choisissait ses fournisseurs, ce que ce client-là nous révélait, c'est que le délai d'approvisionnement l'emportait souvent sur le prix. Donc, il y a beaucoup de compagnies qui se font des garde-prix, qui négocient des gros volumes, des gros deals dans le seul but de faire baisser de quelques sous ou de quelques dollars leur prix de vente afin d'être plus compétitifs. Et ce qui est possible de perdre de vue, c'est que en bout de ligne, parce que ça prend 3-4 jours de plus de l'avoir, ben, le client va choisir quelqu'un qui est plus cher, mais qui offre un meilleur niveau de service. Et puis, quand je parlais de modules d'automatisation, je pense que tous les comptables et contrôleurs connaissent très bien Excel. Mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, ou qui ne savent même pas, ou qui connaissent peu le fait qu'il y a un langage de programmation derrière ça, qui est le langage VBA, qui est intégré à Excel. Et puis ça, c'est possible à faible coût et de façon assez efficace de développer des modules d'automatisation, donc qui permettent de traiter les données. Et puis, la plupart des ERP modernes, surtout ceux développés par Microsoft, vont souvent avoir des fonctions qui permettent d'exporter vers Excel le contenu des écrans qu'on voit. Donc, des fois, l'application, elle, peut être assez rigide, mais si on est en mesure d'exporter nos données vers Excel et puis de faire rouler des petites macros, des petits programmes réglés, ben, ça permet souvent, assez facilement, d'obtenir de bons résultats, surtout dans les cas où on a du recalcul, la revérification. Et puis ça, c'est certain qu'il faut bien gérer ça d'entrée, mais un ordinateur, un programme informatique, une fois que l'algorithme a bien été développé, ben, il ne se trompe pas comparé aux gens. Donc des fois, ça prend un peu ce qu'on appelle un leap of faith. Surtout d'un point de vue contrôle, à un moment donné, il faut faire le saut puis accepter, bon, ben, je vais faire confiance à l'application. Ça peut être bien de revérifier quelques fois, s'assurer que tout fonctionne bien, mais ça permet vraiment d'automatiser des processus. Puis finalement, je voulais juste parler quelque peu de la comptabilité Lean, mais c'est pas moi qui vais faire un cours de comptabilité à des comptables, ce n'est pas mon domaine. Je comprends un peu comment ça fonctionne dû à mon interaction avec les systèmes financiers, mais tout ça pour dire qu'il y a disons, des théories de comptabilité qui s'appliquent à l'approche Lean qui ont été développées. Et puis, ces théories-là ont plusieurs avantages. Donc, ça permet d'avoir une information juste que tous puissent comprendre, d'avoir les bonnes données qui permettent de prendre les bonnes décisions qui mènent à de meilleurs revenus et profits. Ça permet des contrôles financiers rigoureux, opérationnels très rigoureux. Ça permet de mesurer et de maximiser les avantages de l'approche Lean et de l'amélioration continue qui est au centre de cette approche. Et puis, c'est généralement une approche qui insiste sur la simplicité de l'approche comptable, donc afin que le travail soit plus simple pour tous. Et puis, on dit que c'est tout à fait
disons, en ligne avec les GAAP, le Generally Accepted Accounting Practices, les principes de comptabilité généralement acceptés, ainsi que toutes les règles de contrôle et de reporting, donc de rapport, disons. Donc, ça conclut essentiellement ce webinaire. J'espère que vous avez apprécié. Je vois que j'ai pris plus 53 minutes que 60. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. J'ai essayé de m'en tenir à cet ordre de grandeur-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salut, oui, Philippe-André, non, je ne vois pas de questions pour l'instant. Je présume que l'auditoire a bien compris ta présentation. Puis, ça s'est super bien déroulé. Écoute, oui, on était un petit peu plus court, mais il peut y avoir des lags des fois quand on fait des démonstrations dans un système. Ça aussi, ça a bien été. La connexion était bonne. Oui, ça s'est mieux passé. C'est mieux passé qu'en pratique, hein? Voilà. Vous pouvez aussi très bien formuler vos questions par courriel. Vous avez tous reçu un courriel de ma part pour vous inviter à vous inscrire. Donc, je reste disponible. Et puis, si vous avez des questions aussi personnalisées pour Philippe André, ça me fera plaisir ça me fera plaisir de lui transmettre vos questions. Il pourra interagir avec vous. Le prochain module, je crois que pour la plupart, vous êtes tous inscrits aux 3 modules. Le prochain est dans un mois. Alors, d'ici là, bien, bonne continuation et on se revoit à la mi-octobre. Merci à tous. Merci Philippe André. Merci à vous. Merci d'être venu nous écouter. Merci, au revoir.